Le premier arbre. Au moment même où surgit l'archéoptéris, la terre crut que le ciel allait lui tomber sur la tête. Elle sentit sa ligne d'horizon se décaler d'est en ouest et faillit en perdre définitivement le nord. En réalité, elle n'avait jamais connu pareil bouleversement depuis l'apparition de l'éther et de la Voie lactée. C'était il y a fort longtemps, aux alentours de l'ère précambrienne, quand les vertébrés se déplaçaient avec les moyens du bord, de préférence avec des petits bouts de nageoires, pas toujours visibles à l'œil nu. Les aires primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires étaient à l'état d'ébauche et l'on n'avait aucune idée de ce que réservait l'avenir. Malgré plusieurs mois de sécheresse, l'arbre en question avait poussé très vite. En quelques soubresauts à peine, il avait réussi à s'extraire de terre, à ouvrir tout grand ses feuilles vers la stratosphère et à atteindre une vitesse de croisière inconnue jusqu'alors. De toute évidence, la Terre aurait préféré n'importe quel arbrisseau ou avorton de plantes à cet arbre géant qui provoqua bien malgré lui le tout premier séisme interplanétaire. Aussi le dissuadait-elle d'aller plus loin, en lui coupant systématiquement l'herbe sous le pied. Pour le décourager, elle eut beau recourir à des ruses de sioux, faire appel aux tornades, éclairs, orages, averses de grêle et autres intempéries, rien n'y faisait. Les racines du premier arbre poursuivaient leur petit bonhomme de chemin et leur avancée en sous-sol la mettait souvent dans tous ses états. À ce rythme, l'archéoptéris défierait bientôt les lois de la gravité et son écorce, qui avait déjà doublé de volume en l'espace de quelques semaines, annonçait déjà une taille XXL. Tandis que le premier arbre grandissait et grandissait encore, l'axe de la Terre n'en finissait pas de tourner sur lui-même, de virevolter de droite à gauche et de changer d'inclinaison, de façon à ce que la durée de ses jours soit équivalente à celle de ses nuits. L'équilibre fut long à trouver. La position de la Terre n'étant pas définitive, les forces de Coriolis se mirent à l'ouvrage. On les vit inverser les courants océaniques, agiter la mer au rythme du flux et du reflux pour s'approvisionner en ressources thermiques. Au moindre coup de vent, l'atmosphère se réchauffait et diffusait un air chargé d'évaporites, de pluies fertilisantes et de poussière d'étoiles. D'incroyables écarts de température et une érosion intense se produisirent sur les rivages de Tétis, les massifs de Silésie et sur des roches granitoïdes réduites depuis à l'état cristallin. Le climat s'y prêtait, les pluies tombaient sans discontinuer, les grêlons atteignaient parfois la taille d'un œuf de tyrannosaure et les coulées de lave basaltique faisaient une montagne du moindre sédiment. De son côté, la terre s'activait sans trop savoir ce qu'elle faisait. Le premier arbre, lui, y songeait à peine. Ses branches poussaient si vite que ses racines avaient parfois du mal à suivre et sa croissance se poursuivit jusqu'à l'apparition des toutes premières couleurs qu'on ait connues sur Terre. Il s'agissait de 5 couleurs dites primaires, soit de l'orangé, du jaune, du vert, du violet, du rouge et de l'indigo. L'azur se confondit alors avec la surface des eaux et le spectre solaire dégagea une telle lumière qu'on pouvait voir de jour comme de nuit l'étoile du berger.